On parle justement des développements de la situation en Ukraine avec notre invité du 19h. Nous rejoint ce soir Manuel Pouchelet, expert en relations internationales. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Toujours un plaisir. Alors à presque 3 ans depuis le début du conflit de haute intensité en Ukraine, rien ne semble apaiser les tensions. On l'a vu tout à l'heure, l'armée russe a capturé 2 villages ukrainiens alors que de son côté, l'armée ukrainienne a lancé une attaque au drone sur la capitale tchétchène. Pensez-vous que le conflit se dirige aujourd'hui vers une énième escalade ? Parler de énième escalade est peut-être un petit peu prémonitoire, mais de toute façon, le journal de marche des opérations de l'armée ukrainienne surprend un peu tout le monde, de par une forme de manque de cohérence. Si vous voulez, l'Ukraine doit défendre son territoire alors qu'elle va frapper des pays externes. Et franchement, l'OTAN se pose même des questions, et au premier desquels les Américains et les Européens. Maintenant, je pense que l'escalade, elle est toujours... après 3 ans de conflit, bientôt, au mois de février, cela fera 3 ans. On a un petit peu du mal, si vous voulez, à suivre cette logique. On sait que l'Ukraine a de grosses difficultés parce que son armement est souvent obsolète et incomplet, puisque la panoplie oblige des systèmes d'armes, chose que la Russie possède. Et en même temps, on remarquera que la Russie est toujours concentrée sur les objectifs militaires qu'elle a toujours désignés. Et pour l'instant, elle s'y tient. Monsieur Poutine a toujours déclaré qu'il grignoterait le territoire ukrainien et force est de constater qu'aujourd'hui, il maintient cette position et cette posture. Vous parlez justement des armes obsolètes utilisées par l'Ukraine. Vous parlez notamment des missiles Atacam américains, ce qui avait d'ailleurs beaucoup irrité Moscou, qui a même annoncé changer sa doctrine nucléaire. Oui, il y a eu 2 changements fondamentaux en très peu de temps. La première a été au mois de juin et la dernière au mois de novembre, où M. Poutine a déclaré, si vous voulez, renforcer sa doctrine nucléaire avec la possibilité d'utiliser cette arme. Mais je rappelle que la doctrine nucléaire, c'est la paix par la peur, et on est dans une posture de dissuasion. Maintenant, les Américains ont mis à disposition des Ukrainiens des moyens colossaux en termes de frappe, mais si vous voulez, ces missiles ne peuvent être efficaces qu'avec une panoplie complète, où pour l'instant l'armée ukrainienne n'a pas cette panoplie complète. Donc si vous voulez, forcément, ce n'est pas avec des missiles dernier cri que l'on peut remporter la victoire ou la décision, comme on dit dans le milieu militaire. En revanche, ce que l'on constate, c'est que la Russie frappe toujours avec cette fois-ci de nouveaux vecteurs qui sont quand même un message fort à la communauté internationale. Je pense plus particulièrement à l'OTAN, où je rappelle que l'industrie militaire russe fonctionne alors que l'Ukraine n'a pas d'industrie militaire, ce qui contribue à une grande différence, tout comme sur le plan des effectifs. Justement, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre et ce conflit est un gouffre financier, pas pour la Russie comme vous venez de le dire, parce que c'est un pays qui est autonome même militairement car il fabrique ses propres armes, mais plutôt pour l'Ukraine, c'est un pays qui coûte assez cher aux contribuables européens, américains ou même encore canadiens. Je dirais plutôt européen, parce que si vous voulez, les Américains ont des intérêts en Ukraine, notamment, alors je précise, en l'administration de M. Biden, je pense qu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la posture sera complètement différente, à tel point que le président élu, M. Trump, s'est exprimé à Paris sur le sujet en demandant un cessez-le-feu immédiat. Preuve en est que pour l'instant, l'Ukraine était sous perfusion américaine en termes de financement, puisque vous l'avez souligné, c'est une guerre qui coûte relativement cher, mais n'oublions pas que derrière, vous avez aussi les enjeux de la reconstruction, ou pour lesquels tant Européens qu'Américains ou d'autres nations souhaiteraient aussi se positionner. Il faudrait aussi parler des pertes en vie humaine. Les forces armées ukrainiennes auraient perdu plus de 200 militaires rien que dans la région frontalière de Koursk ces dernières 24 heures. Ce sont là les chiffres du ministère russe de la Défense. Manuel Pouchelet, c'est énorme. Oui, vous savez, une guerre avec 0 mort n'existe pas, d'autant que les conditions de combat en Ukraine sont relativement rustiques, puisqu'on a vu réapparaître une technique de 14-18 avec les tranchées. Mais si vous voulez, l'Ukraine perd du terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi peut-être une forme d'épuisement des soldats ukrainiens
Et je rappelle que l'armée de M. Zelensky n'arrive pas à recruter, alors que côté russe, les effectifs sont intacts et même renforcés avec la présence de soldats venant de Corée du Nord. Je pense que l'Ukraine devrait trouver rapidement des solutions de négociation. On en parle difficilement dans certains milieux autorisés, mais je pense qu'il va falloir arrêter et trouver une solution de paix, puisque des deux côtés, que ce soit du côté russe, même si elle s'annonce victorieuse, il faut le dire, la Russie, mais en même temps, il y a aussi l'Ukraine qui, de toute façon, a d'autres projets, et pour intégrer l'Union européenne, tel était le projet le plus voulu de M. Zelensky, il va falloir rapidement trouver une solution de paix. Je n'espère pas avoir des solutions de paix, vous savez, à la méthode Corée du Nord, Corée du Sud en 1953, ou même ce qui avait divisé, vous savez, la France et l'Allemagne en 1870 en tout cas. Mais est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, la prise de fonction du nouveau président élu Donald Trump dans à peu près 2 semaines va changer la donne ? Je pense que c'est une erreur de se caler sur son emploi du temps électoral et de prise de décision. Maintenant, vous savez, Donald Trump a nommé des conseillers dont on a déjà certaines listes, où je pense que ce conflit avec l'Ukraine sera réglé de manière, je n'ose pas dire rapide, puisque les Américains ont quand même toujours des intérêts, et quoi que l'on en dise, je doute, pour connaître bien les Américains, qu'ils fassent un 360, si vous voulez, de changement de posture par rapport à l'administration précédente qui était celle de M. Biden. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que, si vous voulez, avec la Russie, les Américains sont aussi obligés de s'entendre sur d'autres questions. Je pense au terrorisme, je pense au projet du Kurdistan, et je pense aussi à d'autres sujets dont on ne parle pas dans notre actualité, si vous voulez. Mais M. Zelensky vient à demi-mot, si vous voulez, d'admettre qu'il est obligé dès à présent de passer par une phase de négociation qui sera longue et sûrement très contrainte pour lui. Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs ces derniers jours rencontré ses homologues français, le président Emmanuel Macron, et américain Donald Trump à Paris. Est-ce que vous pensez que l'engagement de l'OTAN et de l'Occident avec l'Ukraine va demeurer constant dans les prochains mois qui s'annoncent cruciaux ? Vous savez, on entend beaucoup de scénarios concernant la posture de l'OTAN. J'ai entendu dire qu'il y aurait des déploiements de forces de l'OTAN avec des missions de la paix, un petit peu comme cela s'est passé en 1995 et 1996 avec l'ex-Yougoslavie. Mais vous savez, l'OTAN, aux portes de leur récit, va au contraire précipiter M. Poutine dans une extrême colère et poursuivre les hostilités. Non, pour faire la paix avec la Russie, il faut que M. Zelensky se retire, accepte que les territoires conquis sont maintenant russes. Il y a eu quand même des déclarations officielles, notamment avec la Russie l'an dernier ou même cette année, pour les oblasts qui ont été conquis. Mais vous savez, les oblasts qui ont été conquis finalement avaient des fortes minorités russes, où je pense que l'Ukraine n'aurait pas pu continuer à contrôler ces minorités. Donc quelque part, il est peut-être temps de trouver des solutions de paix. Le président ukrainien, de toute façon, est aux abois, puisqu'il n'a plus tout à fait le même soutien et de la communauté internationale. Il suffit de s'en convaincre de par l'absence de déplacement de dirigeants occidentaux, notamment de pays de l'OTAN ou d'autres pays de l'Union européenne. Et en même temps, ces derniers temps, M. Zelensky s'est aussi fait très discret, comme quoi il faut commencer à négocier. Mais le hic, c'est que dans le même temps, nous assistons en ce moment à un bouleversement géopolitique majeur en Proche-Orient et au Moyen-Orient. La chute de Damas, par exemple, le principal allié de Moscou dans la région, constitue-t-elle, selon vous, un revers pour la Russie ? Parler de revers pour la Russie, c'est difficile, puisque Moscou tient toujours les bases de Tartous et l'Atakié. Elle frappe toujours les rebelles, on va dire, déployés sur le territoire syrien. Mais vous savez, le territoire syrien était aussi une mosaïque de population. Et depuis le départ de M. Bachar el-Assad, qui est aujourd'hui réfugié en Russie, je pense qu'il sera difficile pour la Russie d'organiser, on va dire, une forme de reconquête comme cela pourrait être envisagé. Maintenant, ne parlons pas de revers militaire, puisque les Russes vont sûrement se replier en bon ordre, comme cela a toujours été le cas, l'histoire nous l'a enseigné. Ne serait-ce de voir ce qui s'est passé lors de l'opération Barbarossa, où justement les Russes étaient réorganisés après avoir eu des échecs contre la Wehrmacht à l'époque. Maintenant, la Russie est, je rappelle, une puissance de premier rang, et ce qui se passe en Syrie, si vous voulez,
est aussi une démonstration que si le repli est bien organisé, c'est que l'armée russe est toujours aussi très efficace. Donc vous pensez qu'il y aura peut-être un impact direct sur le front ukrainien? Il y aura un impact sur le front ukrainien, mais la Russie est capable et nous démontre, contrairement aux États-Unis, qu'elle est capable de mener des opérations sur plusieurs fronts, tout comme les États-Unis vous l'avez démontré pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que les États-Unis avaient été vainqueurs en Europe et en Asie, notamment la victoire contre le Japon avec les moyens déployés que l'on a connus et qui avaient effrayé la population mondiale, en tout cas avec la violence qui avait été employée. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que la Russie, pour l'instant, tient la position. Le maître des horloges, pour reprendre l'expression du président français, est toujours M. Poutine. Et finalement, fait en sorte que l'Europe se contredise à ses propres contradictions. Et pour l'instant, je remarque une chose, c'est que les Européens sont silencieux, mais pour mémoire, il faut se souvenir de la déclaration de Henry Kissinger, secrétaire d'État américain en 1970, qui avait dit « l'Europe, c'est quel numéro ?» Mais est-ce qu'on peut dire finalement que la présence russe dans la région serait peut-être menacée? Menacée, je ne sais pas. Réarticulée, oui. La Russie a toujours eu une empreinte très forte au Moyen-Orient. Il suffit de s'en convaincre, puisqu'à l'époque des années 1950, on parlait de guerre froide qui devenait chaude dans cette région. Mais la Russie va se réarticuler et de toute façon, il est difficile de déstabiliser un pays avec autant de millions d'habitants, puisque l'armée russe est quand même présente en nombre. La différence, c'est qu'elle va devoir engager d'autres moyens, peut-être revoir ses effectifs, mais en aucun cas, elle n'abandonnera le territoire ukrainien, qui pour l'instant est sa priorité. Comme je vous l'ai annoncé, je pense qu'il y aura un repli au Moyen-Orient ou une réarticulation de dispositifs, puisque je vous rappelle quand même que la concurrence est très importante avec une présence américaine encore conséquente, alors que M. Donald Trump avait déclaré qu'il souhaitait réduire les effectifs et pour l'instant, il n'a pas tenu parole en tout cas. Mais qu'est-ce que Volodymyr Zelensky attend à votre avis? Jusqu'où ira-t-il pour finalement se mettre d'accord pour peut-être des pourparlers pour mettre fin à cette guerre? Est-il poussé par les États-Unis par exemple? Je pense qu'il est poussé par de nombreux acteurs. Il est poussé peut-être par les États-Unis, il est aussi poussé par l'Europe. Et je vous rappelle que pour adhérer à l'Union européenne, les barrages... Aussi. Oui, l'OTAN. Mais je pense que le dossier otanien, si vous voulez, il viendra après. Puisque pour l'instant, si on propose des forces de l'OTAN en Ukraine, comme je vous l'ai dit, M. Poutine risque de prolonger la guerre jusqu'à mener des opérations pour conquérir Kiev et faire tomber la capitale ukrainienne. Je pense que M. Zelensky, de toute façon, n'a de limite que lui-même. Et de toute façon, au niveau européen, on l'a vu avec l'Allemagne, on l'a vu avec la Grande-Bretagne, on l'a vu avec la France. Sa parole devient difficilement son discours est difficilement dur à décrypter, mais en même temps, tôt ou tard, il risquerait de se trouver seul. Et pour négocier, il faut être plusieurs. Mais vous savez, en diplomatie, on a l'habitude de dire, si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. Et pour l'instant, M. Zelensky est encore présent. Zelensky et Rutte n'apportent rien pour l'instant à l'Europe, à part être budgétivore. Oui, c'est budgétivore, mais même, je peux vous dire, les citoyens français s'en plaignent, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi on trouve des milliards d'euros pour l'Ukraine, sachant que la situation économique du pays est très délicate. Monsieur Zelensky, de toute façon, quand vous regardez l'histoire, on va dire, de cette guerre en Ukraine commencée il y a bientôt 3 ans, il a à chaque fois eu, alors je vais peut-être employer un terme un peu maladroit, il a à chaque fois eu des caprices. Il voulait des avions, il les a eu, il voulait des chars, il les a eu, il veut de l'argent, il en a. Maintenant, je pense qu'on arrive au bout de ces solutions et on devient dans un système d'équations insolubles où je pense que de plus le temps passe, moins il sera suivi, à tel point que Donald Trump risquerait, justement, c'est ce qui a été dit à Paris, on n'a pas eu de retour sur ces rencontres qui ont été relativement secrètes, si vous voulez, puisque la diplomatie, c'est aussi l'art du secret, où je pense que quand il parle de cessez-le-feu, c'est que Donald Trump a la ferme intention de faire cesser le conflit, et je pense que cela sera sa priorité dès sa prise de pouvoir au mois de janvier, en tout cas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. À très bientôt. Merci à vous, madame, et à très bientôt.